Donc, c'est bon. Ben, voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la dénutrition en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, pour assurer le bon fonctionnement du webinaire, on va inviter tous ceux qui ne sont pas participants à désactiver leur micro. Voilà. Donc, ce webinaire sera enregistré pour permettre à ceux qui ne peuvent pas participer d'avoir accès au contenu. Voilà, notre dernier participant, notre dernier intervenant vient d'arriver. Bonjour. Bonjour, docteur Sfer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, nous allons pouvoir démarrer. Il est 14 h. Donc, je m'appelle Maureen Masroubi et je travaille à l'IREPS. C'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Nous construisons avec l'Agence régionale de santé le réseau régional du PNNS, le Programme national nutrition santé. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité cette année organiser un webinaire pour la semaine de la dénutrition, donc qui s'intitule « Comment renforcer la prévention chez les personnes âgées à domicile ». Donc, ce webinaire est enregistré. Nous vous enverrons à l'issue de cette présentation le support diaporama que vous recevrez par mail. Vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour poser des questions et nous réserverons également un temps d'échange aux questions à l'issue de la présentation. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. Donc voilà, en novembre, la Haute Autorité de Santé vient de valider des nouvelles recommandations concernant la dénutrition des personnes de 70 ans et plus, en apportant une nouvelle définition à la dénutrition, comme l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel. Et ce déséquilibre nutritionnel est caractérisé par un bilan énergétique ou protéique négatif. Donc, ce webinaire va permettre d'aborder cette question de la prévention de la dénutrition. Et l'objectif, c'est d'appréhender les enjeux de la dénutrition et de faciliter la mise en place d'actions de prévention et de promotion de la santé pour les personnes âgées à domicile. Concernant l'ordre du jour, donc notre première intervenante sera le docteur Rouillère de l'Agence régionale de santé qui va présenter les enjeux de la prévention de la dénutrition chez la personne âgée à domicile. Ensuite, ma collègue Mélanie Muru, également diététicienne, présentera les repères nutritionnels nationaux en vigueur. Ensuite, le docteur Sfer, président du réseau Reseda Bourgogne-Franche-Comté, va vous présenter les actions de son réseau à destination des personnes âgées à domicile. Et enfin, nous aurons un dernier temps pour échanger sur les pistes d'action et des ressources pour intervenir. Et puis, on gardera à peu près 5 minutes pour les questions. Je vous remercie et je donne la parole au docteur Rouillère qui va vous présenter les enjeux de la prévention et la dénutrition chez la personne âgée à domicile. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, moi, je travaille à l'Agence régionale de santé. Je suis conseiller médical à la direction de la santé publique et je suis en charge notamment des dossiers programme nutrition santé déclinés en région, stratégie aussi régionale du sport et bien-être, entre autres. Et donc, je vais vous rappeler brièvement, effectivement, le cadre dans lequel s'inscrit cette semaine des nutritions. Comme vous le savez, donc, le programme national nutrition, le 4e du nom, va s'échelonner jusqu'en 2023. C'est moi qui passe les diapos, Maureen, ou c'est vous? Je crois que c'est moi. Voilà. Donc, brièvement, donc, ce programme national nutrition santé, il se décline en 5 axes, également 24 objectifs et 56 actions. Donc, je ne vais pas vous lister toutes les actions, simplement un bref rappel sur les axes effectivement de ce plan, de ce programme. Le premier axe, il vise à améliorer pour tous l'environnement alimentaire et physique pour le rendre plus favorable à la santé. Donc, sur cet axe, on va essentiellement avoir des actions qui visent l'industrie alimentaire, qui doit mettre en place des actions qui doivent améliorer la qualité des aliments. Moins de sel, moins de sucre, moins de gras dans les aliments, notamment ceux qui sont transformés, voire ultra transformés.
Sur l'axe 2, c'est donc un objectif d'encourager les comportements favorables à la santé. Et là, les mesures principales, c'est celles qui visent à développer le Nutri-Score. Vous savez ce qu'on peut voir effectivement, les scores ABCD sur les aliments. Donc, c'est développer au maximum auprès de tous les industriels de l'alimentaire cette impression sur leurs aliments et le développer sur notre territoire en France, mais également au niveau de l'Europe. L'axe 3, donc, pour lequel effectivement dans lequel on inscrit ce webinaire, il est consacré à une meilleure prise en charge des personnes en surpoids, mais aussi des personnes dénutries ou atteintes de pathologies chroniques. Donc, toutes les actions qui sont dans cet axe-là sont en lien avec le parcours nutrition, également la mise en œuvre au niveau régional de la feuille de route obésité, et puis donc dans ce PNNS 4, la priorité nouvelle qui s'inscrit, c'est effectivement la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la dénutrition, pour laquelle donc on va vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire par la suite. L'axe 4, c'est impulser une dynamique territoriale, c'est-à-dire qu'on va essayer de décliner les actions de ce PNNS 4 au plus près des territoires, en fonction effectivement des partenaires, des ressources qui existent dans les territoires. Donc, on ne mettra pas, on va adapter effectivement la déclinaison d'actions qui seront en fonction des partenaires et des ressources qui existent en proximité. Et puis l'axe 5, il est plutôt à viser du niveau central, puisque c'est développer la recherche, l'expertise en matière de nutrition, obésité, surpoids, et c'est toutes les études qu'on doit mener. Et on a choisi effectivement cet axe pour ce webinaire sur le domicile, parce qu'effectivement, ce sont les données qui nous manquent le plus pour essayer de mieux cibler nos actions dans ce domaine. Voilà, diapo suivante. Donc, si on revient sur l'axe 3, donc, qui est de mieux prendre en charge les personnes en surpoids et les personnes atteintes de dénutrition, dans cet axe, on a 4 objectifs et 11 actions. Alors, parmi les actions, sur la diapo suivante, on en a 2 principales. Marine, si vous voulez. Ah, pardon, c'était peut-être celle d'après. On reviendra aux chiffres après, peut-être. Voilà. Dans cet axe 3, effectivement, on a une mesure phare, c'est-à-dire une mesure prioritaire, qui est celle de veiller à l'alimentation de nos aînés. Et ça comprend effectivement 2 actions. C'est ce qu'on a essayé de faire là sur cette semaine, c'est de prévenir en sensibilisant le grand public et les professionnels de santé, en mettant en place, donc tous les ans, on aura une semaine nationale des nutritions. La première, elle s'est tenue l'année dernière, exactement, ça va être toujours sur la même semaine, entre le 12 et le 20 novembre. L'année dernière, malheureusement, on était en plein reconfinement. Donc, on a essayé de diffuser l'information, mais on n'a pas, bon, voilà, on a été quand même relativement limité par le contexte. Donc, cette année, on essaye de s'améliorer sur, effectivement, communication, information. Mais bon, l'idée, c'est de travailler assez tôt dans l'année pour essayer de mettre en place peut-être des actions qui soient communes à l'ensemble des départements et faire une action un peu particulière qu'on déclinera dans toute la région, qui sera effectivement en plus des actions qui peuvent se décliner par chaque collectivité territoriale éventuellement, ou dans les établissements, ou dans les services qui effectivement viennent en aide aux personnes âgées à domicile. Et puis donc la deuxième action, c'est l'action 38, elle vise à favoriser le dépistage de la dénutrition chez les seniors. Alors, effectivement, quelques chiffres sur cette dénutrition, si on revient un petit peu en arrière, c'est que ça concerne 2 millions de personnes, effectivement, en France. Donc, c'est 2 millions, c'est tout âge confondu. On a les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, les maladies d'Alzheimer, les pathologies cancéreuses, mais aussi on a une grosse proportion, effectivement, de ces 2 millions qui touchent les personnes âgées. Alors, on aurait éventuellement, sur les projections que nous avons, une prévalence de dénutrition chez les personnes âgées qui vivent au domicile qui pourrait aller jusqu'à 10%, une prévalence de dénutrition chez les personnes âgées en institution, c'est-à-dire EHPAD, USLD, qui effectivement atteindrait les 40%. Et la prévalence la plus importante de dénutrition chez les personnes âgées, c'est effectivement lorsqu'elles sont hospitalisées, que ce soit en médecine ou en chirurgie, qui atteint les 60%. Donc, diapositive suivante.
Donc, au regard de ces chiffres, donc le professeur Fontaine, qui est un nutritionniste endocrino du CHU de Grenoble, avec tout un tas de personnalités, donc des médecins, des représentants des usagers, des aidants, des personnalités politiques. Ils ont créé en 2016 ce collectif de lutte contre la dénutrition. Et donc, leur objectif, c'est effectivement de sensibiliser sur les gestes simples qui permettent de diagnostiquer, de prévenir. Alors, le diagnostic, c'est simple, ça repose essentiellement sur la pesée et la prise de taille pour calculer l'IMC. Et puis également, prendre en charge une fois qu'on a diagnostiqué, c'est-à-dire déjà essayer de voir effectivement quelle est l'étiologie. Et il faut bien savoir que chez les personnes âgées, la santé bucco-dentaire est une cause importante qu'il faut effectivement bien rechercher. Et puis après, prendre effectivement en charge correctement la dénutrition. Alors, comme Maureen vous l'a dit tout à l'heure, l'HAS vient de diffuser ses dernières recommandations, enfin ses derniers critères de diagnostic chez les personnes de plus de 70 ans, les critères de diagnostic de la dénutrition. Alors, en fait, ces critères de diagnostic de la dénutrition chez les plus de 70 ans, ils reposent sur, évidemment, l'examen clinique et il doit permettre de repérer l'association d'au moins 2 critères. Alors, un critère parmi les critères phénotypiques, c'est-à-dire parmi ces critères suivants, bon, ça c'est classique, c'est la perte de poids de 5% ou plus en un mois, ou alors une perte de poids de 10% ou plus en 6 mois, ou alors encore une perte de poids de 10% ou plus par rapport au poids habituel avant effectivement le début d'une maladie. C'est également parmi ces critères un IMC inférieur à 22 kg par mètre carré. Et puis, enfin, parmi les critères possibles, il y a une sarcopénie confirmée. La sarcopénie confirmée, elle doit associer effectivement l'objectivation de l'association d'une réduction de la force musculaire et une réduction aussi de la masse musculaire. Et puis, donc, à au moins un des critères phénotypiques présents, on doit associer un critère étiologique parmi les critères suivants, c'est-à-dire la réduction de la prise alimentaire qui est supérieure ou égale à 50% pendant plus d'une semaine, ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines par rapport à la consommation habituelle alimentaire, ou alors par rapport aux besoins protéino-énergétiques. Également, sur ces critères étiologiques, ça peut être effectivement un critère d'absorption réduite, que ce soit de la malabsorption ou de la maldigestion. Et puis, enfin, parmi effectivement les critères qu'on peut mettre en évidence, ça peut être une situation d'agression, que ce soit donc avec ou sans syndrome inflammatoire, par la présence d'une pathologie aiguë, ou alors une pathologie chronique ou une pathologie maligne qui va évoluer. Une fois qu'on a fait ce diagnostic de dénutrition, pour connaître la sévérité, eh bien, on va effectivement s'appuyer sur l'importance et la rapidité de la perte de poids, donc 10% ou plus en un mois, 15% ou plus en 6 mois ou 15% ou plus par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Ça peut être aussi l'IMC qui est d'emblée inférieur à 20 kg par mètre carré, ou alors effectivement l'albuminémie qui est inférieure à 30 grammes par litre. Donc ça, ce sont effectivement les nouvelles recommandations qui ont été diffusées par l'HAS. Mince, je ne vois plus. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah oui, parce que j'avais perdu l'image et j'avais perdu le son. Alors, juste pour vous dire que donc à l'occasion donc de cette semaine nationale des nutritions, donc ce collectif qui est très impliqué a réussi effectivement à faire inscrire dans le PNNS 4 la semaine des nutritions qui devra se dérouler toutes les semaines dans toutes les régions de France entre le 12 et le 20 novembre. Donc, en fait, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place dans le cadre de cette semaine? Bon, c'est déjà diffuser ce que nous avons tenté de faire avec tous nos partenaires, diffuser toutes les informations que nous proposent, qui sont à notre disposition par le collectif. On a également publié ou diffusé des flyers, des affiches
notamment dans les maisons de santé pluridisciplinaires. On a proposé également aux établissements médico-sociaux, aux établissements de santé, de pouvoir accéder à ces kits de communication. Et puis donc, l'idée aussi, c'est de mettre aussi on peut aller plus loin que de l'information, de la communication. On peut mettre en place des ateliers culinaires dans les services hospitaliers, dans les institutions, EHPAD, USLD, mais également les institutions pour personnes en situation de handicap, puisque ne pas oublier aussi que dans les actions, on cible beaucoup, on a dit les personnes des publics un peu cibles, donc parmi elles, vous l'avez compris, les personnes âgées, certes, mais on a aussi les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de précarité. Donc, on peut mettre en place des quiz, des conférences, des ateliers. Donc, il y a toute une bourse d'actions qui peuvent être accessibles via le site du collectif. Et donc, ce qu'on souhaiterait effectivement initier et travailler avec vous assez tôt, effectivement, dans l'année, c'est la mise en place d'actions un peu plus parlantes pour sensibiliser encore davantage le public. Voilà. Maureen, je crois que j'en ai fini. Alors, c'est vrai que juste pour insister sur le fait qu'effectivement, on souhaiterait faire développer ces actions à destination des personnes âgées à domicile parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup d'informations. Et parmi, effectivement, les actions qu'on pourrait mettre en place, qu'on a essayé de mettre en place, mais on était un peu pris de court par le temps, effectivement, c'est d'essayer de faire en sorte que, par exemple, les professionnels libéraux puissent, au cours de cette semaine, penser à peser et mesurer pour calculer l'IMC de leurs patients et effectivement être alertés, puis si éventuellement il y a un repérage de perte de poids significative qui va amener effectivement à faire des investigations déjà sur l'étiologie et puis essayer de mettre en place les actions de prise en charge qui sont adéquates. Donc, tous les services qui interviennent à domicile sont effectivement la première porte d'entrée pour essayer d'alerter sur les pertes de poids ou les insuffisances d'apport effectivement nutritionnel chez les personnes qui vivent encore à domicile. Et c'est pourquoi effectivement on essaiera de répondre à vos questions sur cette piste particulière sur les personnes âgées vivant encore à domicile, puisqu'effectivement il nous faut un peu plus être attentifs du fait effectivement de l'isolement et que effectivement les services qui viennent à domicile sont parfois effectivement les seuls interlocuteurs de ces personnes âgées. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Mélanie, c'est ça? Oui, merci. Donc, je suis Mélanie Muru, chargée de projet également à l'IREPS sur l'antenne du Nord-Franche-Comté. Puis je vais vous présenter rapidement un peu les repères nutritionnels pour la personne âgée. Donc ces repères nutritionnels ont pour objectif de guider dans les choix alimentaires et de faire des recommandations sur l'activité physique afin de réduire les risques de dénutrition et de sarcopénie. Mais on n'oublie pas aussi quand même la notion de plaisir. Donc, sur la synthèse des nouveaux repères alimentaires pour les personnes âgées qui sont sortis cette année, donc il n'y a pas de changement pour les fruits et les légumes. On est toujours sur 5 portions par jour, donc des portions d'environ 80 à 100 grammes. On recommande aussi une consommation de fruits à coque en petites poignées, une fois par jour. Donc, bon, bien sûr, non recommandé pour les personnes allergiques. Donc, riche voilà, en calcium et en acides gras essentiels. On est aussi sur les légumineuses, toujours aussi pour augmenter l'apport en fibres, donc au moins 2 fois par semaine. Donc les légumes associés à des produits céréaliers aussi sont intéressants en termes de protéines. Donc c'est une bonne source de protéines quand on les associe aux céréales. Et notamment sur les produits céréaliers, on recommande plutôt d'être sur des produits complets, donc peu raffinés, toujours voilà, pour avoir un apport supplémentaire en fibres. Alors là, on est sur les produits laitiers. Donc on était sur 3 par jour, on est passé de 2 à 3. Donc que ça soit une consommation de lait, de yaourt ou de fromage. Donc pareil, c'est un apport intéressant en protéines.
non négligeable hein, pour la personne âgée, mais aussi en calcium. Donc pareil, pour compléter sur les protéines, on va être sur une consommation d'au moins une fois par jour en volaille, poisson, œufs et viande en alternance. Donc c'est également une très bonne source de protéines qu'il faut alterner, mais également alterner en faisant attention au choix de la personne et au plaisir. Donc il doit primer avant tout. Et ensuite, ah pardon Maureen, tu as été beaucoup trop vite. La charcuterie, par contre, elle est à éviter, enfin à limiter en tout cas. Il ne faut pas en consommer tous les jours parce que justement, c'est très riche en matières grasses animales et en sel. Et les matières grasses ajoutées, donc on va éviter les consommations excessives. On va toujours en consommer. Il ne faut pas... J'ai un message qui s'affiche sur ma fenêtre, excusez-moi. Il ne faut pas les supprimer, mais il faut privilégier les huiles végétales, notamment de colza, de noix et olives, qui contiennent des acides gras essentiels au fonctionnement de l'organisme. Pour les produits sucrés, on va éviter la consommation. Ça a peu d'intérêt au niveau nutritionnel. C'est avant tout pour le plaisir, donc à limiter, notamment les produits qui sont à la fois sucrés et gras. Voilà, comme les pâtisseries, les glaces. Donc, j'ai dit à limiter, pas à interdire. On reste toujours sur la notion de plaisir. Les boissons, donc 1,5 litre par jour, de préférence de l'eau. On limite les consommations d'alcool et de produits sucrés, enfin de boissons sucrées. Et bien sûr, le sel, on évite les consommations excessives. C'est toujours la même chose, mais on ne l'enlève pas complètement parce que ça permet de garder la saveur, le goût des aliments. Et pour ce qui est de l'activité physique, donc l'activité physique régulière, donc à peu près 2 fois par semaine, permet, elle, de limiter la perte de masse et de force musculaire. Donc on l'a dit, donc ça prévient la sarcopénie. Donc on va être sur plusieurs, différents types d'activités. Donc des activités d'endurance au moins 30 minutes, au moins 5 jours par semaine. Donc ça permet de faire des activités prolongées sans être essoufflé et sans ressentir de douleurs musculaires, donc progressivement. Donc ça va être par exemple de la marche, du vélo ou de prendre les escaliers tout simplement. On peut avoir des activités de renforcement musculaire à intensité modérée à élevée 2 à 3 fois par semaine, à raison d'une dizaine d'exercices répétés au moins 10 fois. Donc le renforcement musculaire va permettre d'entretenir la force et de maintenir et d'assurer la précision des mouvements. Donc ça permet aussi de prévenir les chutes. Également les exercices d'équilibre, donc qu'on intègre aux activités physiques quotidiennes ou aux activités physiques de loisirs au moins 2 jours par semaine. Il est recommandé de les répéter 3 fois une série d'exercices variés. Donc ça va être par exemple se tenir sur une jambe, faire du vélo, de la marche ou du tai chi, du yoga. Ce sont des exercices qui permettent de travailler l'équilibre et aussi de diminuer le risque de chute. Et pour finir, on est aussi sur des exercices de souplesse. Donc, on peut associer aux exercices de renforcement musculaire, ça va être des étirements. Et ça va maintenir la capacité à faire des mouvements amples sans forcément être gêné. Donc, ces activités, c'est conseillé de les faire au moins 2 fois par semaine. Hop, je crois que c'est la dernière diapo. Du coup, on l'a compris, il faut essayer de limiter la sédentarité. Pour ça, il est recommandé d'augmenter le temps total, de diminuer le temps total assis ou allongé et d'augmenter au contraire les activités telles que la marche, les étirements. Voilà, et de ne pas rester assis, au moins toutes les 2 heures, faire des petites activités pour se mobiliser et ne pas être sédentaire. Et voilà, être plus actif au quotidien en augmentant de manière générale les activités physiques d'intensité faible, celles qu'on fait au quotidien, la marche, aller faire ses courses à pied ou en vélo, monter et descendre les escaliers, éviter de prendre l'ascenseur, ce sont des exercices qu'on peut faire au quotidien.
Merci beaucoup Mélanie, et nous avons une participante qui via le chat nous fait une remarque et qui trouve que les recommandations nutritionnelles ne sont pas vraiment adaptées aux personnes très âgées. Le moins sucré, moins gras, moins salé et les 5 fruits et légumes par jour ne sont plus d'actualité chez nos patients dénutris et quasi anorexiques. Donc effectivement, c'est tout l'enjeu à promouvoir à la fois sur une approche collective ces repères du PNNS qui visent à couvrir le plus possible les besoins de la population. Je crois qu'on arrive à couvrir, par les calculs qui sont faits, à peu près 97% de la population en matière de besoins, et à adapter avec l'approche individuelle dans l'accompagnement, tout à fait. Oui. Oui, vas-y Mélanie. Non, et puis ces repères, c'est des repères vraiment de prévention. C'est avant que la dénutrition s'installe. Après, en effet, quand la personne est déjà dénutrie, il va falloir faire des aménagements plus particuliers. Alors, dans la suite de la présentation, je vais donner la parole au docteur Imad Sfer, qui est président du réseau Reseda Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un réseau qui accompagne des patients et des aidants atteints de maladies neuroévolutives. Et je vais vous laisser la parole parce que vous présenterez votre réseau bien mieux que moi. Votre micro est coupé. Ouais. Voilà. Merci de m'avoir invité. Effectivement, je présentais le réseau Reseda, donc le réseau des maladies neuroévolutives de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un réseau de professionnels qui accompagnent le patient atteint de maladies neuroévolutives, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, maladie de Huntington, mais aussi son aidant. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier l'aidant également, qui est souvent âgé, mais aussi des professionnels, bien évidemment, notamment sur le plan de la formation et l'information sur ces maladies, mais le volet dénutrition fait partie. Hein, donc, on a un plan de formation assez fourni avec, il y a un sujet traité régulièrement sur la dénutrition de la personne âgée. Alors, effectivement, dans le cadre de la maladie ou des maladies neuroévolutives, la dénutrition est assez présente hein, chez les personnes, chez les patients déjà, puisque souvent, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, vous savez que en oubliant certains faits récents, on oublie aussi de manger, mais également on oublie les associations entre plaisir et aliments. Vous savez comme moi que le fait de manger, c'est un plaisir, plaisir social, plaisir communicatif, mais aussi le plaisir gustatif qu'on garde en mémoire. Et malheureusement, avec les maladies évolutives, neuroévolutives, on oublie toutes ces associations-là et ce qui favorise en grande partie la dénutrition. Et donc, notre but est pluriel, on va dire, on agit en même temps pour sensibiliser les professionnels sur ce qui peut se passer chez les patients atteints de maladies neuroévolutives qui limitent ou qui diminuent l'appétit et les actions à mener pour améliorer les choses, mais également auprès de l'aidant pour aussi l'informer sur ces différentes caractéristiques des personnes atteintes de maladies neuroévolutives et comment mener des actions à domicile, par exemple, pour éviter ou pour prévenir la dénutrition. Et en même temps,
vous allez voir avec des actions concrètes, des actions qu'on mène auprès du couple aidant-aidé pour rendre le moment du repas plus convivial et parfois sous prétexte de sorties culturelles ou des ateliers culinaires, redonner le plaisir de manger. Des actions concrètes, j'ai parlé tout à l'heure des formations spécifiques pour les professionnels, que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, à domicile par exemple. Tous les intervenants à domicile, on les forme sur les maladies neuroévolutives, mais aussi sur la dénutrition. Et puis également des projets concrets auprès du couple aidant-aidé, par exemple des ateliers de cuisine auprès de chefs étoilés. On travaille, on collabore avec l'association Les Disciples d'Escoffier. C'est une association qui regroupe des grands chefs étoilés, mais également des producteurs de bons produits de terroir qui sont reconnus dans le milieu. L'idée souvent, c'est on invite des couples aidants-aidés. Alors bien évidemment, les personnes aidées, celles qui ont encore des capacités à participer, hein, pas tout comprendre, mais en tout cas pouvoir participer à ce genre d'atelier. Donc, souvent, ils font visiter le couple, le lieu, par exemple, ça peut être des belles maisons, des hôtels ou aussi des restaurants, mais aussi, surtout, faire un atelier de cuisine et puis déguster après. Et là, on voit bien ce plaisir de participer, y compris pour la personne aidée, et retrouver le plaisir de manger avec des bons produits, mais également toute la cérémonie qui est autour. Alors, d'autres projets importants aussi, on a parlé de l'activité physique adaptée parce qu'on a beau proposer à manger à des personnes âgées, mais s'il n'y a pas d'activité physique, on n'augmente pas l'appétit. Et donc, il est très important de faire de l'activité physique adaptée, que ce soit pour la personne malade, mais aussi pour son aidant. Et pour ça, on est en train actuellement de proposer avec des associations des associations qui œuvrent dans le champ des maladies neuroévolutives, France Alzheimer, France Parkinson, France AVC, Cliboceb, etc. On est en train de proposer, que ce soit à domicile, mais aussi par l'intermédiaire des plateformes de répit qui sont souvent en contact du couple aidant-aidé, des activités physiques adaptées, que ce soit en collectif, mais aussi individuel à domicile, pour améliorer cet accès à l'activité physique adaptée sur l'ensemble du territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, je tiens à remercier l'Agence régionale de santé qui nous soutient dans ce projet et qui va financer une grande partie de ces activités qu'on va mener sur l'ensemble de la région. C'est souvent des profs d'activité physique qui vont œuvrer, mais ça peut être aussi des psychomotriciennes, des ergothérapeutes, etc. Mais autour du thème de l'activité physique. Nous proposons également des activités de visite culturelle. On a une convention avec le musée des Beaux-Arts, par exemple à Dijon, mais avec d'autres musées, notamment à Montbard, à Saulieu, etc., qui, suite à un café des aidants, par exemple, au café Alzheimer, au café Mémoire, il y a une partie aussi de cette activité qui va
qui va permettre aux couples aidants-aidés à visiter un musée, puis en profite pour faire une collation, un petit goûter, etc. Et donc, pour finir, il y a aussi, nous travaillons avec une association de rando santé qui propose également une randonnée qui est bien encadrée, bien évidemment. Et puis, il y a toujours un goûter, un moment de convivialité, de plaisir. Et pour finir là-dessus, l'idée principale, c'est de sortir aussi le couple de ce dilemme entre passion, maladie, et puis de pouvoir parler d'autre chose que la maladie dans des moments un peu conviviaux et de plaisir, ce qui encourage l'alimentation. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à nos actions. Merci beaucoup pour cette riche contribution. Vous conduisez une action très globale et avec une approche très positive autour de l'alimentation et de l'activité physique. Ce qui est intéressant également, c'est les actions qui s'adressent à la fois aux personnes aidantes et aux personnes aidées, parce que on le sait, la difficulté, c'est aussi parfois compliqué de mobiliser certains publics qui peuvent être éloignés géographiquement des actions, et du coup, c'est plus facile voilà, de mobiliser les personnes en proposant des actions aux couples. Très bien. Merci beaucoup, Dr Sfer, pour votre participation. Et dans la suite, voilà, on voulait vous proposer quelques pistes d'action et quelques ressources pour intervenir donc, dans une approche assez globale, promotrice de santé. Donc, voilà, les pistes d'action que je vais vous présenter sont assez larges et comme dans les participants, vous avez chacun des profils assez différents. Je pense que chacun pourra y piocher finalement des choses assez pratiques à mettre en œuvre à son échelle. Et donc, la première action, la première piste que je voulais évoquer avec vous, c'est la possibilité de s'appuyer sur le réseau des acteurs du PNNS. En région Bourgogne-Franche-Comté, donc l'IREPS avec l'Agence régionale de santé construit le réseau des acteurs du PNNS. Alors, qui sont ces acteurs? Ce sont des collectivités, ce sont des entreprises, des établissements, des administrations qui s'inscrivent dans une charte d'engagement pour mettre en place un programme d'action autour de la nutrition. Donc, c'est un plan d'action qui est mis en place sur 5 ans, avec la possibilité donc, de travailler à l'échelle d'un territoire et de façon assez large. Donc, ça peut être des actions d'information, de communication, d'aménagement d'environnement favorable à la santé, des actions d'éducation pour la santé. En tout cas, voilà, chaque entreprise, chaque collectivité va adapter son programme d'action en fonction de son territoire. Et donc, ce réseau nous permet d'avoir des échanges de pratiques. Donc, c'est tenu en septembre de cette année la première rencontre des acteurs du PNNS en région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, ça a permis de faciliter les échanges de pratiques de collectivités à différentes échelles, hein, puisque les grandes villes vont pas conduire les mêmes actions que des plus petites. Et au niveau national, il existe un site internet qui est géré, je crois, par le Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM-ISTNA. Donc, on vous a mis le lien de ce site internet que vous pourrez retrouver sur la présentation. Et vous y retrouvez des exemples d'actions qui sont conduites par ces collectivités actives du PNNS. Donc, par exemple, en région Bourgogne-Franche-Comté, je crois que c'est la ville de Belfort qui conduit, par exemple, des ateliers cuisine en lien avec un centre social, donc des ateliers cuisine à destination des seniors pour travailler sur le plaisir autour de l'alimentation. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site pour vous nourrir de quelques idées d'actions qui peuvent être conduites ou pour partager, pourquoi pas vous-même, les initiatives que vous conduisez à l'échelle de vos territoires.
Également, dans le cadre du PNNS, vous avez aussi la possibilité d'accéder à des outils pédagogiques, donc par exemple via les centres de documentation des IREPS au niveau départemental. Et donc, vous pouvez avoir accès à des expositions, à des mallettes, à toutes sortes d'outils pédagogiques qui peuvent être adaptés en fonction des objectifs des actions que vous conduisez, et avec une mise à disposition à titre gratuit. Dans le cadre du PNNS, on peut aussi apporter un appui méthodologique aux acteurs grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé. Tout à l'heure, le docteur Rouillère vous a cité la Semaine nationale de la dénutrition. Et donc, vous avez un site national, le site du collectif contre la dénutrition. Et sur ce site internet, vous avez une rubrique où vous pouvez accéder aux différents outils de communication. Donc là, en l'occurrence, cette année, ils ont publié une brochure, ils ont publié une affiche là qui se trouve juste derrière moi. Ils ont publié aussi des flyers que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez retrouver auprès de différents partenaires. Donc, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, les maisons de santé ont largement diffusé cette année ces outils de communication. Vous avez aussi des vidéos qui sont accessibles et des sets de table à utiliser. Une autre piste qu'on a souhaité évoquer avec vous cet après-midi, c'est la possibilité de développer des actions donc en amont, on se situe en amont de la dénutrition. Il s'agit d'actions d'éducation pour la santé. Au niveau régional, en Bourgogne-Franche-Comté, il existe les ateliers Bonjour. Alors, je sais qu'ils existent dans l'ensemble de la France, mais parfois, ils portent un autre nom. Donc, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on les appelle les ateliers Bonjour. Ce sont des ateliers qui sont portés par le GIE IMPA et qui sont financés par la CARSAT avec d'autres partenaires. Au niveau départemental, ils sont portés par différentes structures. Par exemple, dans la Nièvre, c'est la Fédération des centres sociaux qui porte ces ateliers Bonjour. Et donc, ces ateliers sont destinés à des personnes de 60 ans et plus. Il y en a 2 en particulier qui permettent de travailler sur la nutrition. Il y a un module qui s'appelle « La nutrition, où en êtes-vous » ce module, il permet d'aborder différents thèmes autour de l'alimentation, apporter des repères et des conseils pour mieux manger et pour mieux bouger. Donc, c'est des ateliers qui sont animés par des diététiciens, il me semble, avec l'intervention d'un enseignant en activité physique et sportive, parce qu'il doit y avoir un atelier consacré à l'activité physique et sportive. Vous avez aussi les ateliers force et forme au quotidien qui, eux, permettent de proposer des exercices adaptés et variés aux personnes. Au niveau départemental, il y a aussi des actions qui peuvent être conduites et on voulait vous parler en particulier d'un dispositif qui a été créé dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Je crois que c'était en 2016 ou 2017 et qui a permis l'émergence sur les territoires des conférences de prévention de la perte d'autonomie. Je crois que j'ai oublié conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, en fait, ce sont des dispositifs qui regroupent différents partenaires financiers et qui permettent d'apporter sur les territoires des propositions d'action un peu plus adaptées au niveau territorial. Et donc, par exemple, sur le département de Saône-et-Loire, dans notre région, en ce moment, il y a des ateliers âge-alimentation qui sont organisés. Donc, je crois qu'il s'agit d'ateliers cuisine à destination des personnes âgées. Ces conférences de la prévention permettent de fédérer aussi les acteurs au niveau territorial et de faciliter la mise en place d'actions en partenariat. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner en fonction des départements de provenance.
En tout cas, il y a des appels à projets annuels. Je crois que les temporalités ne sont pas les mêmes d'un département à un autre. Par exemple, dans la Nièvre, en général, l'appel à projet est publié en début d'année civile, mais je sais que dans d'autres départements, il est publié un petit peu plus tardivement. En général, les conseils départementaux portent ces dispositifs et ça peut être une bonne porte d'entrée pour développer des actions d'éducation pour la santé. Au niveau du repérage de la dénutrition, donc là, voilà, on n'est plus du tout dans la dimension promotion de la santé, on est plutôt sur un aspect aide au repérage. On voulait vous présenter quelques outils comme l'échelle MNA, le Mini Nutritional Assessment, qui était avant d'ailleurs un des critères de diagnostic de la dénutrition, avant cette mise à jour la semaine dernière des critères de diagnostic par la Haute Autorité de Santé. Et donc, c'est quand même un outil qu'on peut continuer d'utiliser parce qu'il va nous permettre d'identifier différents critères d'aide au diagnostic de la dénutrition, comme la perte d'appétit, comme la perte de force musculaire. Donc, voilà, c'est un outil assez intéressant. Un outil qu'on voulait vous présenter également, c'est l'échelle de Blandford, qui est une échelle qui permet d'évaluer et de caractériser les troubles du comportement alimentaire. Donc, les deux sont des échelles à utiliser par des professionnels de santé, et Blandford est assez intéressante parce qu'elle permet vraiment de cibler, de définir la cause en fait des troubles du comportement alimentaire. Donc, dans un but d'aide au repérage de la dénutrition, c'est tout à fait intéressant. On a cité tout à l'heure le suivi du poids, qui est quand même la clé pour aider au repérage de la dénutrition. Et puis, le suivi des ingestats. Et voilà, jusqu'à présent, on n'a pas encore trop parlé des diététiciens, mais voilà, je crois qu'il faut… on a la chance d'avoir une région qui est fortement maillée de maisons de santé, et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur les professionnels en force qu'on a sur nos territoires. Et donc, les diététiciens peuvent tout à fait aider voilà, pour le suivi des ingestats alimentaires. Une autre piste peut être l'aménagement d'environnements favorables à l'alimentation. Donc, l'environnement d'une personne, on sait qu'il va vraiment influencer sa santé. Et donc, c'est le cas en matière de nutrition, dénutrition. Et donc, c'est vraiment une piste essentielle de pouvoir accompagner les aidants et les professionnels. Donc, le docteur Sfer a cité la possibilité de former des professionnels et des aidants. Mettre le zoom sur l'aspect convivialité et plaisir. Alors, convivialité, c'est pas toujours possible quand vous avez des personnes isolées à domicile qui vivent seules. La convivialité n'est plus possible. Mais en tout cas, il y a d'autres leviers pour développer le plaisir sur l'alimentation. Tenir compte de l'état bucco-dentaire, c'est un véritable enjeu. Et en général, la vérification, enfin le suivi bucco-dentaire des personnes n'est pas systématique, et je pense qu'il faut qu'on renforce le travail sur ce sujet-là. Stimuler l'appétit, c'est intéressant. Et on vous a mis deux guides qui nous semblent intéressants à connaître. Donc, quand on vous enverra le lien de notre diaporama, vous avez des liens hypertextes. Vous aurez juste à cliquer sur les images et vous pourrez télécharger ces outils. Donc, il y en a deux. Il y a le recueil d'actions pour l'amélioration de l'alimentation en EHPAD. Mais en fait, dans celui-là, les idées d'action qui sont présentées, moi, je trouve qu'on peut largement s'en inspirer à domicile. Il y a plein de bonnes idées. Il y a notamment une fiche d'aide au suivi alimentaire qui est assez intéressante. Il y a des pistes pour mettre en place des ateliers d'éveil sensoriel. Voilà, des choses très intéressantes. Et vous avez un deuxième guide qui s'adresse plutôt au service de portage de repas. Voilà, il constitue aussi un axe intéressant à développer pour mettre en place un environnement
environnement favorable à l'alimentation. On imagine une personne à qui on balance, voilà, mon mot est fort, mais à qui on va balancer sa barquette plastique, voilà, avec son repas, sans même annoncer de quoi il s'agit, sans même aider la personne peut-être à ouvrir la barquette, peut-être à la présenter dans une jolie assiette. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut travailler dans le contexte alimentaire pour favoriser, stimuler cet appétit. Tenir compte des difficultés associées, les troubles de la vision, les différents troubles qui peuvent exister en fonction, on ne va pas présenter les aliments de la même façon. Et donc, dans ce guide, vous avez de façon illustrée, très intéressant, les différents troubles de la vision et comment on peut peut-être positionner différemment les aliments devant la personne pour qu'elle puisse les voir voilà, de façon plus adaptée. C'est pareil pour les troubles de la déglutition. On sait que les troubles de la déglutition sont aussi un facteur d'apparition de la dénutrition quand il y a une véritable peur à s'alimenter parce qu'il y a la peur de faire une fausse route et donc ça nécessite par contre un travail avec des professionnels de santé. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on vous l'a rappelé, si besoin, prendre appui sur les professionnels, sur vos territoires, les ergothérapeutes, parfois les orthophonistes également, les diététiciens, en tout cas, travailler en réseau, c'est vraiment important. Un autre axe, c'est l'aménagement d'environnements favorables, notamment en matière d'activité physique, et puis de s'inspirer de ce qui existe ailleurs et qui fonctionne plutôt bien. Donc, on a voulu vous présenter le label Ville Amie des aînés. Donc, en fait, c'est une association nationale qui permet à des collectivités de s'inscrire dans cette dynamique avec une approche socio-écologique, c'est-à-dire qui prend vraiment en compte l'environnement des seniors. Et en fait, sur leur site internet, vous avez des idées d'action qui sont développées par différentes collectivités. Et c'est vraiment intéressant parce que elles ont une approche très globale, ces collectivités, parce qu'elles prennent en compte aussi des urbanismes qui sont favorables à la pratique des activités physiques. Depuis le début de ce webinaire, on vous pratique des activités physiques, mais non, ce n'est pas un gros mot. Et au contraire, plus on va travailler cet axe et plus on va réussir à prévenir la dénutrition en amont. Et par exemple, quand on travaille sur des urbanismes favorables à la nutrition, on va par exemple mettre en place des bancs qui sont adaptés aux seniors pour leur permettre de sortir de chez eux peut-être avec un petit peu moins la peur au ventre de ne pas trouver un endroit où faire une pause ou s'installer facilement et confortablement. Et donc, on va leur permettre de faciliter l'accès à des activités physiques. Donc, je trouve que ce site internet est voilà, un site d'inspiration assez intéressant si on veut travailler sur l'échelle d'un territoire et mettre en place des urbanismes favorables à la santé. Vous avez aussi la base de données nationale Oscar Santé. Cette base nationale, elle recense plutôt des actions collectives en éducation pour la santé, mais aussi des actions de prévention. Donc, dans une approche très globale, parfois ça concerne que la dénutrition, parfois ça a une approche un petit peu plus en amont en termes de promotion de la santé, et parfois on est vraiment sur des approches globales autour du bien-être de la personne. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez rentrer par la porte d'entrée nationale pour voir ce qui se fait au niveau national, mais vous pouvez aussi passer par la porte d'entrée régionale pour voir ce qui se fait un petit peu sur vos régions. Et du coup, c'est assez intéressant d'aller s'y inspirer. Au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, on a un dispositif lancé par l'Agence régionale de santé qui s'appelle le RAPS. C'est le réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé. Le but de ce réseau, c'est d'améliorer la qualité des actions de prévention et de promotion de la santé qui sont mises en place sur le territoire. Et dans ce cadre-là, les différents partenaires qui interviennent en matière de nutrition, donc le REPOP qui prend en charge l'obésité pédiatrique, le réseau sport santé qui travaille largement sur le sport santé dans notre région, mais aussi certaines collectivités,
différentes associations, on a travaillé à construire ce référentiel régional qu'on appelle le kit anti-couac pour les pros et que vous pouvez télécharger librement. En fait, c'est un guide d'aide à l'action qui vous aide à construire votre action d'éducation pour la santé en matière de nutrition. Et dedans, vous trouverez différentes ressources. Vous avez une rubrique plus spécifique pour les personnes âgées. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Là aussi, vous pourrez trouver quelques idées. On a aussi un référentiel, mais voilà, que je ne vais pas détailler avec vous, territoire et nutrition, et qui, lui, s'adresse aux élus et aux agents des collectivités pour voir comment la collectivité peut s'engager en matière de promotion de la santé et de nutrition. En Bourgogne-Franche-Comté, on a aussi produit 2 ressources spécifiques dans un objectif plus particulier de lutter contre la dénutrition chez la personne âgée à domicile. Le premier guide que j'ai coordonné et qui s'inscrit dans le cadre de la conférence des financeurs de la perte d'autonomie dans la Nièvre, c'est le guide Manger Main. En fait, le Manger Main, c'est une méthode d'alimentation qui peut être proposée à des personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives et qui ne savent plus comment se saisir des couverts et à quoi ils servent. Et voilà, c'est une méthode, un mode d'alimentation qui permet de préserver leur autonomie plutôt que de leur donner à manger. Et donc, vous pouvez télécharger aussi ce guide pour avoir un petit peu plus de détails. Vous avez aussi le programme Renaissance qui a été conduit par l'INRAE et le CHU de Dijon avec l'expertise du pôle de gérontologie et d'innovation qui est notre expert régional en matière de gérontologie. Et donc, ce guide grand âge et petit appétit, il apporte des astuces vraiment très pratiques au quotidien pour lutter contre la dénutrition, pour voir comment on peut enrichir les plats. Je vous conseille vraiment d'aller le lire. C'est un outil très, très pratique qu'on peut remettre, par exemple, directement à des aidants familiaux. Au niveau national, vous avez le site internet Manger Bouger avec une rubrique qui s'adresse aux seniors et aux professionnels aussi. Vous avez une rubrique pour les professionnels. Ça reprend les différents repères que ma collègue Mélanie vous a présentés tout à l'heure. Vous avez le site internet La Fabrique à menus qui peut être une bonne source d'inspiration pour trouver des menus. Et vous avez le site internet Bien Vieillir. Tout à l'heure, je vous ai présenté les ateliers Bonjour. Le site national qui recense ces ateliers Bonjour, en fait, c'est le site Bien Vieillir. Et je ne sais plus où, en cherchant un petit peu sur le site, vous trouvez les cartographies des actions qui sont conduites dans vos régions. Donc, ça peut être intéressant d'aller y faire un tour également. J'en ai fini pour ma présentation et on est plutôt dans les temps. Donc, il nous reste quelques minutes si des participants souhaitent poser des questions. Voilà, même si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. On peut échanger. En tout cas, on vous remercie tous pour vos participations, de remercier en particulier le docteur Rouillère qui appuie largement les actions en matière de nutrition à l'Agence régionale de santé pour notre région Bourgogne-Franche-Comté. Le docteur Sfer aussi qui nous a présenté le réseau Reseda BFC. Voilà, c'est vraiment des actions à faire connaître très largement sur nos territoires. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions particulières. On va vous envoyer par mail le diaporama utilisé pour cette présentation avec le lien vers le site internet du réseau Reseda et un lien aussi vers un petit questionnaire. Donc, on vous demande de bien vouloir prendre quelques minutes parce que ça nous permet d'améliorer nos actions en matière de promotion de la santé et nutrition. Merci à tous pour vos participations. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. Et n'hésitez pas à Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.